Bonjour Olivier Sala, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le vice-président recherche et innovation d'Engie. Lors du salon Vivatech le mois dernier, vous avez présenté votre rapport sur les technologies durables émergentes. Alors moi j'aime bien souvent démarrer mes interviews par une définition. Comment vous définissez une technologie durable émergente ? Alors la définition que nous avons donnée, nous, à Engie, de ce travail-là que nous réalisons sur une base annuelle, ce sont les technologies qui vont avoir un impact potentiellement très significatif à moyen long terme dans cette trajectoire qui est un peu l'enjeu de notre siècle, de bascule vers le monde de la neutralité carbone. Donc ce n'est pas des technologies de court terme, parce que c'est des technologies avec lesquelles nous travaillons d'ores et déjà chez Engie, puisque évidemment la transition énergétique c'est en ce moment, hein, et chaque minute compte, mais nous pensons que dans cette perspective, hein, puisqu'on parle de perspective à 2030, à 2040, à 2050, il y a des éléments technologiques qui vont être déterminants et qui peuvent créer des bascules. Et c'est ça qu'on essaie de déterminer, d'identifier tous les ans. Pendant Vivatech, vous avez fait la démonstration de 15 technologies innovantes. Est-ce qu'il y en a une, comme ça spontanément, que vous voulez faire ressortir, qui est peut-être, je ne sais pas, plus emblématique ou plus avancée dans son développement, justement ? Alors, à Vivatech, nous avons partagé plus que ce qu'on appelle les technologies émergentes. On a partagé aussi des technologies sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui pour rendre possible dès aujourd'hui cette décarbonation des usages de l'énergie qui est absolument essentielle. Donc, il y a des technologies qui d'ores et déjà fonctionnent, qui sont très prometteuses. Alors évidemment, c'est autour de tout ce qui est électricité renouvelable, bien sûr, mais aussi autour des molécules vertes dont on parle assez peu, puisqu'en quelques mots, sans être trop long, finalement, basculer vers le monde neutre en carbone, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord faire de gros efforts de sobriété et d'efficacité énergétique. J'allais dire, malheureusement, le contexte géopolitique de très très court terme nous le rappelle. Mais c'est finalement la bonne direction, dans tous les cas, y compris à long terme. La deuxième dimension qui est essentielle, eh bien, c'est d'électrifier ce qui peut l'être. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à travers les modalités de production d'électricité renouvelable, eh bien, on arrive à avoir une production énergétique décarbonée. Donc, ce qui peut être électrifié, et typiquement, on parle de la mobilité électrique, on est tout à fait dans cet exemple, qui s'applique bien, évidemment. Donc, c'est une deuxième dimension tout à fait essentielle. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est pour tout ce qui ne pourra pas être facilement électrifiable. Et il y a quand même beaucoup de consommation d'énergie aujourd'hui dans le monde qui n'est pas facilement électrifiable. Qu'on parle de processus industriels de haute température, qu'on parle de mobilité lourde avec des porte-containers qui sont quand même l'emblème aujourd'hui de la mondialisation du marché. Donc là, il faut réinventer un carburant. Voilà, on ne peut pas décarboner, si vous voulez, en chargeant sur des cargos des centaines et des centaines de batteries ion-lithium. Ce serait complètement contre-productif, infaisable, et de toute façon, vous n'avez pas la durée de stockage, vous n'avez pas la densité énergétique, bref. On oublie. Ce n'est pas une option. Donc, les molécules vertes, c'est-à-dire les molécules bas carbone, vont être essentielles pour transporter, stocker et satisfaire ces usages-là. Et les molécules bas carbone, elles vont être faites soit à partir de biométhane, où c'est plutôt des processus, on va dire, biologiques, sur lesquels on travaille déjà. Et donc, chez Engie, on compte beaucoup sur tout ce qui est méthanisation de première génération, mais aussi de deuxième génération. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et puis après, il y a des molécules de synthèse. Et les molécules de synthèse, ce qu'on appelle des I-molécules, finalement, elles sont produites à partir d'hydrogène. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène peut lui-même être produit à partir d'électricité renouvelable, et en les combinant avec des sources de carbone, eh bien, on peut reconstituer du I-kérosène, du I-ammoniac, du I-méthane. Donc, toutes ces molécules, pour lesquelles la consommation d'ores et déjà dans le monde est considérable, et pour lesquelles, finalement, la substitution par un usage électrique ou une solution électrique ne serait pas satisfaisante. Donc, ça, c'est vraiment les gros enjeux. Et sur chacun de ces compartiments du jeu, vous allez trouver des technologies, sachant que vous n'avez pas une technologie miraculeuse, pour répondre à votre question, qui va répondre à tout, mais sur chacun de ces compartiments du jeu, vous avez des technologies qui peuvent exister d'ores et déjà, et des technologies prometteuses à moyen long terme, sachant qu'évidemment, plus le terme est éloigné, et plus le niveau d'incertitude est élevé. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce rapport publié à l'occasion de Vivatech, il y a 5 technologies qui ressortent un peu plus des consultations, on va dire, que vous avez aussi menées. Alors ça se rejoint, l'hydrogène naturel, le photovoltaïque intégré, les cellules photovoltaïques, le cycle de vie des pales éoliennes, et puis les combustibles
phtalique, sur les cellules photovoltaïques. Tiens, on va faire un petit focus là-dessus. L'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est, je ne sais plus quel est le chiffre, 90% des cellules en silicone, c'est ça? Et oui, aujourd'hui, effectivement, on a des modules avec des cellules en silicone, ce qui est plus que 90%. En fait. Ouais, c'est ça, c'est quasiment la totalité. Et donc là, vous projetez dans l'invention d'une alternative, quoi. Alors, la question du photovoltaïque, il y en a deux qui sont abordées dans le rapport. Il y a la question de l'efficacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les panneaux photovoltaïques performants, il faut à peu près 20% d'efficacité, pour faire simple. Ce qu'on se dit, c'est que le prochain horizon, il est à 30. Ça peut être entre 2025 et 2030. Et il ne peut pas l'être avec les mêmes technologies. Et on pense que la technologie qui permettra d'atteindre le 30% d'efficacité, ça sera à partir d'une couche additionnelle qu'on appelle la perovskite. Et ça peut créer un nouveau palier. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables, certes, elles sont inépuisables, mais enfin, elles reposent quand même sur une ressource qui est le foncier. Et sur la base de ce que je vous ai dit à l'instant, c'est-à-dire les conditions pour atteindre la transition énergétique, eh bien, il va falloir des quantités de production d'électricité renouvelable considérables. Bien sûr. Considérables. Et on parle de facteurs x5, x8, x10. Donc ça voudrait dire occuper de plus en plus de terrain pour mettre des panneaux photovoltaïques, sauf si ils sont plus efficaces. Voilà, alors ça pose deux sujets, deux questions. La première, c'est évidemment le rendement du mètre carré que vous prenez. Et puis, d'essayer de lever ce verrou, qui est un petit peu finalement une impasse, de conflit d'usage. Et c'est une des dimensions qu'on a soulignées aussi dans le rapport, c'est ce qu'on appelle le PV partout, finalement, c'est comment on peut avoir du PV à des endroits où du photovoltaïque, pardon, dans des endroits où on a une autre activité de toute façon. Par exemple, l'agri-PV, l'agri-photovoltaïsme est très intéressant parce qu'on est capable de concevoir des espèces de haut-vent, finalement, qui permettent de recouvrir les surfaces de culture en filtrant la lumière directe, mais en permettant la diffusion de la lumière qui est utile pour la plante, et de capter le rayonnement solaire pour produire. Donc dans ces cas-là, on voit bien qu'on essaie de recréer quelque chose qui est un petit peu symbiotique, si je puis dire, où on va donner les meilleures conditions de culture à l'agriculteur et obtenir des surfaces considérables qui, pour l'instant, ne sont pas exploitées. L'autre moyen, c'est l'intégration dans le bâtiment. Comment faire en sorte que toutes les surfaces, alors les toitures évidemment, mais ça peut être les vitres, ça peut être les surfaces au sol dans les parkings, etc. Comment faire en sorte que tout le gisement, finalement, puisse être levé? Mais malgré tout, notre conviction aujourd'hui, c'est que à 10, 20 ans, 25 ans, l'Europe ne produira probablement pas suffisamment d'électricité renouvelable et va se poser la question d'importer de l'électricité renouvelable depuis d'autres continents où la production, où le gisement de production est sans doute plus important. Et là encore, l'électricité se stockant très mal, se transportant très mal, parce que les batteries aujourd'hui n'ont pas une densité énergétique satisfaisante ou un niveau de performance qui reste relativement faible, eh bien, ça va être à nouveau les molécules bas carbone qui vont servir de vecteur énergétique. D'accord. Plus généralement, vous accompagnez depuis plusieurs années dans cette même logique un certain nombre de start-up avec ce fonds NG New Ventures. C'est combien de start-up et puis pourquoi c'est vraiment le levier le plus efficace pour innover, d'après vous? Alors, il n'y a pas un levier pour innover. Ce qui est sûr, il faut en activer plusieurs. Nous sommes dans un secteur à un moment qui est historique, c'est cette bascule vers le monde décarboné. Et ce qui est sûr, c'est que l'innovation est très active dans l'écosystème des startups. Et donc, pour une grande entreprise comme Engie, c'est très important de se nourrir et de contribuer d'ailleurs à ce niveau d'innovation dans l'écosystème de startups. Et donc, effectivement, le fonds de capital risque que nous avons, qui s'appelle Engie New Venture, eh bien, prend des participations, en général minoritaires mais significatives, dans des startups qui ont déjà une existence opérationnelle, c'est-à-dire avec lesquelles on peut vraiment collaborer, faire des projets concrets, et qui nous donne accès à des technologies particulièrement innovantes ou à des modèles opérationnels finalement qui sont un peu disruptifs, n'est-ce pas, par rapport à nos métiers historiques. Et c'est un peu, notamment, mais c'est pas seulement de l'investissement. C'est pas seulement de l'investissement, c'est de l'accompagnement. Il y a un start-up studio, c'est ça? Oui, alors c'est-à-dire que c'est un investissement qui n'est pas à but financier strict. Et on n'est pas là pour perdre de l'argent, mais je veux dire, l'objectif stratégique de ce fonds d'investissement, c'est de permettre des rapprochements
et des collaborations opérationnelles avec ces startups-là, parce qu'on pense que c'est ça qui sera créateur d'innovation et donc de valeur dans la durée. Donc c'est une logique plutôt stratégique qu'une logique, j'allais dire, d'un fonds qui serait strictement piloté par des objectifs financiers. Et ce Startup Studio, il fonctionne comment ? Alors aujourd'hui, on a... Juste pour finir de répondre à votre question, 26 startups en portefeuille. Et puis, on a des équipes qui recherchent des cibles partout dans le monde. Et puis ça nous permet de travailler, d'identifier, de se mettre d'accord sur des investissements. Et puis, une fois qu'on est d'accord sur des investissements, on le fait avec un plan de collaboration. Et ce plan de collaboration, il permet de mettre en place des chantiers en commun entre les startups et nos entités opérationnelles partout dans le monde. Je précise que dans la collaboration avec les startups, cette question d'investissement n'est pas le seul levier. On a aussi moyen de collaborer avec des startups sans investir. On fait des appels à projets, par exemple. Merci beaucoup, Olivier Sala. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat. Tout de suite, comment accueillir réfugiés et exilés dans les entreprises ?